Bonjour, on va voir aujourd'hui l'infection urinaire chez l'enfant. Comme introduction, il faut savoir que l'infection urinaire est fréquente en pédiatrie. C'est un motif de consultation qui est fréquent en pédiatrie. 8% des filles et 2% des garçons ont au moins un épisode d'infection urinaire avant l'âge de 7 ans. On distingue les infections urinaires basses, appelées les cystites, et les infections urinaires avec atteinte du parenchyme rénal, c'est les pyélonéphrite aiguës, les PNA, qui sont plus graves que les cystites et qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel du rein. Chez les nourrissons moins de 3 mois, il y a un risque de septicémie. D'ailleurs, ces infections urinaires chez les jeunes nourrissons ou chez le nouveau-né sont considérées comme des septicémies à localisation urinaire. Il y a le risque ultérieur de cicatrices parenchymateuses en cas de pyélonéphrite aiguë. Bien sûr, risque d'hypertension artérielle, risque d'insuffisance rénale chronique. Il faut savoir que une des causes d'insuffisance rénale chez l'enfant, c'est l'infection urinaire à répétition. Donc ça nous montre l'importance de rechercher une infection urinaire, de la traiter, parce que une infection urinaire à répétition a des conséquences vraiment fâcheuses sur le rein. Donc il ne faut pas minimiser l'infection urinaire, la banaliser. Chez le nourrisson âgé de moins de 2 ans, l'infection urinaire est une pyélonéphrite aiguë dans 95% des cas. Diverses enquêtes ont montré qu'avant l'âge d'1 an, 10% des nourrissons fébriles avaient une infection d'urine. Le problème de l'infection urinaire, c'est qu'il n'y a pas à l'examen clinique, on ne peut pas dire à l'examen clinique qu'il y a une infection urinaire. Donc il n'y a pas un symptôme physique. Pour diagnostiquer une infection urinaire, il faut aller la rechercher, aller demander, on va voir après un LAPSTIX, aller demander un ECB des urines. Et ça complique un petit peu le diagnostic devant un nourrisson fébrile, donc il faut oser demander un ECB des urines ou un LAPSTIX pour rechercher une infection urinaire, au lieu de traiter à l'aveuglette. Avant l'âge de 3 mois, ce sont essentiellement les garçons qui peuvent être atteints de pyélonéphrite aiguë. Après l'âge de 3 mois, ce sont essentiellement les filles. Donc, quels sont les signes cliniques devant lesquels on doit suspecter une infection urinaire? Chez le grand enfant, il y a certains symptômes qui vont nous orienter. C'est un peu plus facile que chez les jeunes nourrissons. Chez le grand enfant, on peut retrouver une fièvre, des douleurs lombaires ou abdominales, des signes de cystite tels qu'une dysurie, donc une douleur quand l'enfant urine, des brûlures mictionnelles, une impériosité mictionnelle, une pollakiurie, l'enfant il fait va-et-vient, beaucoup de va-et-vient aux toilettes, des fluides mictionnels. Chez le nouveau-né ou le nourrisson, les signes sont souvent absents, ces signes-là. Le tableau, il est trompeur. Donc, on peut retrouver une fièvre isolée ou associée à des signes digestifs, par exemple des vomissements ou diarrhée. Les vomissements ou des diarrhées chez le nourrisson, ça ne veut pas dire que c'est digestif. Une infection urinaire peut donner des vomissements, des diarrhées. On peut avoir une anorexie, on peut avoir une prise de poids insuffisante. Donc, l'enfant ne gagne pas assez en poids. L'énergie va pour lutter contre l'infection, contre l'inflammation. On peut avoir un ictère, donc l'ictère c'est un signe d'infection urinaire. Altération d'état général, bien sûr, c'est dans le cadre d'une septicémie. C'est déjà un nouveau-né ou c'est un jeune nourrisson. Donc il faut savoir que toute fièvre supérieure à 38 degrés Celsius, non expliquée chez un nourrisson âgé de moins de 2 ans, doit faire a priori suspecter une infection urinaire. Donc vous êtes devant un jeune nourrisson qui a de la fièvre, vous ne trouvez pas un foyer infectieux, pensez à une infection urinaire. Pensez à demander un LAPSTIX ou un ECB des urines. Chez le nouveau-né ou le petit nourrisson moins de 3 mois, la pyélonéphrite aiguë peut entraîner un état septique sévère pouvant mener à un état de choc avec collapsus. Donc, pour faire le diagnostic de l'infection urinaire, donc devant certaines symptomatologies cliniques, on peut suspecter une infection urinaire. Donc maintenant, pour la prouver, bien sûr, c'est l'examen des urines. Comment on fait l'examen des urines? Premièrement, les bandelettes réactives
type de Labstix ou de Multistix ou Uritest ailleurs. Donc, la grande fréquence des infections urinaires explique l'intérêt du test de diagnostic rapide par les bandelettes réactives, parce que le Multistix ou le Labstix. Donc, quand j'ai un nourrisson qui a de la fièvre, je ne trouve pas faille infectieuse, je peux faire un petit Labstix pour voir si j'ai des signes en faveur d'une infection urinaire ou non. Qu'est-ce que je vais trouver sur le Labstix ou surtout le Multistix? Parce que le Labstix, il n'y a pas les nitrites. Donc, c'est sur Multistix qu'on peut trouver les nitrites. Mais même sur le Labstix, on peut retrouver les leucocytes, qui est un signe en faveur d'une infection urinaire. Donc, je vais rechercher les leucocytes et les nitrites. Pour les nitrites, toutes les bactéries de l'infection urinaire ne sont pas capables de transformer les nitrates en nitrites. Donc, si je trouve des nitrites, ça veut dire que j'ai une infection urinaire, mais si je ne les trouve pas, il faut savoir que certaines bactéries, même s'ils font une infection urinaire, donc les nitrites seront négatifs. Par exemple, les nitrites seront positifs en cas d'Escherichia coli, en cas de Proteus mirabilis, en cas de Klebsiella. Donc j'ai fait mon Multistix, j'ai trouvé des leucocytes, j'ai trouvé des nitrites. Donc ça veut dire que probablement j'ai une infection urinaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un examen cytobactériologique des urines. Donc le CB des urines est indispensable pour confirmer le diagnostic d'infection urinaire et aussi pour identifier le germe et guider l'antibiothérapie. Le traitement de l'infection urinaire se fera en fonction de l'antibiogramme. Comment se fait le recueil des urines? Le recueil des urines ne se fait pas n'importe comment. Donc il faut que ça soit fait d'une méthode rigoureuse, sinon on va contaminer nos urines par les germes du périnée ou bien les germes des mains ou bien les germes du laboratoire. Donc le recueil des urines doit se faire de façon très rigoureuse. Le but, c'est d'éviter la contamination par la flore périnéale. Le recueil urinaire est précédé d'une désinfection soigneuse de la région périnéale chez la fille ou du méa urétéral chez le garçon au savon et avec un antiseptique, par exemple la chlorhexidine ou le daquin dilué, suivi d'un rinçage à l'eau, la présence d'un antiseptique dans l'échantillon pouvant inhiber la croissance bactérienne. Alors je dois nettoyer bien la région périnéale. Après, c'est en fonction de l'âge. Chez l'enfant, c'est un grand enfant où la miction elle est volontaire. Donc, on va collecter les urines au milieu du jet. Donc, l'enfant il urine et on collecte les urines dans un tube à essai, par exemple, au milieu du jet. Si, par exemple, chez le nourrisson, donc on va utiliser des sachets collecteurs d'urine stériles. Donc, on va placer un sachet collecteur d'urine, on va recueillir les urines. Mais il faut savoir que ce sachet d'urine, collection d'urine, doit être changé toutes les 30 minutes. Donc je mets mon sachet collecteur. Après 30 minutes, si mon malade n'urine pas, je change mon sachet collecteur des urines. Il y a d'autres méthodes. Par exemple, la ponction vésicale, on peut faire une ponction vésicale par voie suspibienne. On peut cathétériser l'enfant, on passe une sonde urinaire pour collecter les urines, mais c'est plus invasif. Donc l'idéal c'est de collecter au milieu du jet pour le grand enfant ou bien on place un sachet collecteur chez le jeune nourrisson. Après, j'ai fait ma collecte des urines. Les urines doivent être acheminées vers le laboratoire le plus tôt possible. L'idéal, c'est dans l'heure qui suit. Parce qu'il y a des bactéries qui sont très fragiles, qui peuvent se détruire en route. Donc le transport se fait dans de la glace, donc pas n'importe comment, le plus tôt possible. À l'examen, au laboratoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un examen direct des urines au microscope. On va quantifier les leucocytes, ça à l'examen direct, le taux des leucocytes. Après, on va voir s'il y a des germes, présence de germes, après coloration de grammes. Donc, l'examen direct avec coloration de grammes, on va nous orienter. Il faut nous dire est-ce que c'est un germe gram positif, un diplocogramme négatif, etc. Et en fonction de la coloration de grammes, on peut déduire le germe en attendant bien sûr la culture. Parce que parfois, on serait amené de commencer une antibiothérapie rapidement. On ne peut pas attendre la culture qui peut prendre plusieurs jours.
Donc, c'est l'examen direct en fonction de la coloration de Gram qui va nous aider. Par exemple, si c'est des bacilles Gram négatifs, c'est en faveur d'une infection à Escherichia coli. Si c'est un coccigram positif, c'est en faveur d'un streptococcus du groupe D. Par exemple, un coccigram positif, c'est un staph. Donc, chaque germe a une coloration de Gram spécifique qui peut nous orienter. Après, bien sûr, on va faire une culture. L'infection, pour dire que j'ai une infection urinaire, il faut deux éléments, l'association de deux éléments. Une bactériurie significative, supérieure à 10 puissance 5 éléments par millimètre cube, et des leucocytes, une leucocyte urique qui est supérieure à 10 puissance 3 germes par millimètre cube. Il faut les deux. Si je trouve, par exemple, au laboratoire, on me répond qu'il y a plusieurs germes, c'est faux. C'est un ECB qui est contaminé. L'infection urinaire se fait à un seul germe à la fois. Donc, on me répond plusieurs germes, c'est faux. C'est une contamination. Si on me répond qu'il y a une bactériurie très importante, supérieure à 10 puissance 5 germes par millimètre cube, mais qu'il n'y a pas de leucocyturie significative, ce n'est pas une infection urinaire, c'est une contamination au laboratoire ou avec mes mains ou dans le prélèvement. Il faut qu'il y ait les deux. Une bactériurie significative supérieure à 10 puissance 5 germes par millimètre cube et une leucocyturie supérieure à 10 puissance 3 germes par millimètre cube. Maintenant, le cas où je trouve une leucocyturie significative, je ne trouve pas de bactériurie, ça veut dire que j'ai une infection urinaire, mais pas aux bactéries. Ça peut être une parasitose urinaire, ça peut être une tuberculose urinaire. Il faut savoir aussi, ce qui est important, de ne jamais donner un antibiotique avant de faire un ECB des urines, parce que ça va décapiter votre infection et décapiter votre antibiogramme. Donc l'idéal toujours de collecter les urines après commencer une antibiothérapie. Après, d'accord, j'avais un malade, j'ai suspecté une infection urinaire, j'ai fait mon ECB des urines, j'ai mon diagnostic, je vais commencer le traitement. Mais pour commencer le traitement, je dois savoir est-ce que c'est une infection urinaire basse ou haute, est-ce que je suis devant une cystite ou devant une pylonéphrite aiguë. C'est pas le même traitement, c'est pas le même pronostic, c'est pas la même gravité. Donc l'infection des urines peut être limitée aux urines intravésicales. Donc c'est une infection urinaire basse, qu'on appelle une cystite, qui est plus ou moins bénigne, ou se propager au parenchyme rénal, donc c'est plus grave, c'est la pylonéphrite aiguë. Quand je vais suspecter pylonéphrite aiguë, si j'ai une fièvre supérieure à 38 degrés, donc c'est un état fébrile. La cystite en général, elle n'est pas très fébrile. Elle peut avoir un petit fébricule, mais s'il y a une grande fièvre, probablement c'est une pylonéphrite aiguë. Quand je vais faire mon examen de sang, la formule sanguine, je trouve une hyperleucocytose apolynucléose dans la pylonéphrite aiguë. Dans la cystite, il n'y a pas d'issue systémique, il n'y a pas de pathologie au niveau de la numération de formule sanguine, il n'y a pas une inflammation générale, il n'y a pas une infection générale. Mais dans la pylonéphrite, on retrouve des signes d'infection générale, on retrouve des signes de l'inflammation. On a une hyperleucocytose avec polynucléose, on a un CRP qui est positif, supérieur à 20. Dans la cystite, la CRP elle est négative. Mais il faut savoir aussi que chez les nouveau-nés et le petit nourrisson, toute infection d'urine doit être considérée a priori comme une pylonéphrite aiguë. La fréquence des bactériémies en cas de pylonéphrite aiguë chez les nourrissons de moins de 3 mois doit être connue. Bien sûr, je vais faire des hémocultures qui seront positives en cas d'infection urinaire fébrile chez 20 à 30% des patients avant un mois, 15 à 20% entre 1 et 2 mois, 4 à 14% entre 2 et 3 mois et 5 à 8% entre 3 et 6 mois. L'échographie rénale peut montrer un gros rein en cas de pylonéphrite aiguë ou une inflammation pyélique. L'examen le plus fiable est la scintigraphie au DMSA qui permet de détecter les lésions parenchymateuses rénales à la phase aiguë et donc d'affirmer le diagnostic de pylonéphrite aiguë. Mais en général, en pratique courante, on ne demande pas de scintigraphie au DMSA. Mais il faut savoir que ça détecte les lésions inflammatoires rénales, ça détecte aussi surtout les cicatrices rénales. Des travaux récents ont montré que la présence et la sévérité des lésions rénales de pylonéphrite aiguë à la scintigraphie au DMSA sont mieux corrélées au taux de procalcitonie qu'à celui de la CRP, et qu'un taux de CRP supérieur à 80 mg par décilitre, donc un CRP qui est très positif, ou un taux de procalcitonie supérieur à 2 micros par litre correspond à un risque majeur de lésion parenchymateuse. Donc si j'ai une CRP qui est vraiment très élevé,
ou une procalcitonie positive, ça veut dire que je suis devant un tableau de pyélonéphrite aiguë. En pratique, le diagnostic du niveau de l'infection est le plus souvent porté sur la conjonction des signes cliniques et biologiques, la scintigraphie n'ayant d'indication qu'en cas de doute diagnostique. Rarement on demande des scintigraphies. Si je suis devant une fièvre importante, ou bien une altération d'état général, si je suis devant un CRP qui est vraiment très élevé, avec une hyperleucocytose, la polynucléose, à la formule, avec une échographie qui me montre une hydronéphrose, etc., ça je peux dire que je suis devant une pyélonéphrite aiguë. Rarement on peut faire, on a recours à la scintigraphie au DMS. Après le germe, c'est très important parce que le traitement ça fera en fonction du germe. Il faut savoir que les infections urinaires sont dues dans 60 à 90% des cas à Escherichia coli. Vous avez une infection urinaire, ça veut dire probablement c'est Escherichia coli. Dans 5 à 10% à Proteus, il y a aussi le Streptococcus groupe D, l'entérocoque ou Klebsiella. Mais bien sûr, en fonction du terrain, on peut s'orienter vers un tel ou tel germe. Par exemple, chez un nouveau-né, plus souvent, ça serait un Streptococcus groupe D et E, ou bien un groupe D et un Escherichia coli K1. Par exemple, si c'est un enfant qui a subi un geste récent sur les voies excrétrices, donc il a subi une chirurgie ou d'antibioprophylaxie préalable, ça peut être l'épidermidis proteus. Si mon enfant présente ou il a une lithiase rénale ou vésicale, probablement ce serait un mirabilis. Si l'enfant a chopé l'infection à l'hôpital, ce qu'on appelle une infection nosocomiale, ça sera plutôt un acétobactère ou bien le citrobactère ou le serratia. Donc en fonction du terrain aussi, je peux m'orienter. Maintenant le traitement. Premièrement, le traitement de la pyélonéphrite aiguë. Le traitement de la pyélonéphrite aiguë doit être un traitement vraiment, synergique. On utilise une antibiothérapie. Souvent, on utilise une synergie, une bi-antibiothérapie par voie parentérale. Donc, le traitement de la PNA se fait par voie parentérale. Souvent, par une bi-antibiothérapie par voie parentérale. Parce qu'il faut taper fort. Il faut protéger le parenchyme rénal. Donc, le traitement antibiotique a pour but d'éviter la dissémination bactérienne et de limiter le risque de cicatrice rénale. Il doit donc être débuté dès le résultat de l'examen direct des urines. Donc, dès qu'on fait le prélèvement, on fait l'examen direct, on peut nous orienter, on commence un traitement. Donc sans attendre les résultats définitifs des cultures. Bien sûr, je peux changer mon traitement, je peux adapter mon traitement après en fonction de la culture. Le choix du type de traitement est basé sur des critères liés au contexte clinique, donc l'âge de l'enfant, la sévérité du tableau clinique, les critères bactériologiques, le germe suspecté et la sensibilité supposée aux antibiotiques, bien sûr. L'hospitalisation. Souvent une pyélonéphrite, on l'hospitalise, surtout si c'est un nouveau-né ou un jeune nourrisson, même un jeune enfant. Donc, devant une pyélonéphrite aiguë, on est amené à hospitaliser l'enfant, parce que le traitement doit être débuté par voie parentérale. Donc, l'hospitalisation est recommandée en cas de pyélonéphrite aiguë, si l'enfant est âgé de moins de 3 mois en raison du risque de bactériémie. L'hospitalisation permet de prélever les hémocultures, donc de découvrir le germe, de surveiller l'état hémodynamique et de commencer immédiatement l'antibiothérapie. Chez l'enfant plus âgé, la décision d'hospitalisation dépend de la sévérité du syndrome infectieux, du terrain sous-jacent, de la possibilité de débuter le traitement dans un délai court et de l'assurance d'une bonne compliance si le traitement est mené en ambulatoire. Le choix d'antibiothérapie se fait en fonction de l'écologie bactérienne, donc en fonction du germe. Le niveau de résistance de Escherichia coli aux antibiotiques est particulièrement élevé chez l'enfant. La moitié des souches sont résistantes au pénicilline A, essentiellement par production de bêta-lactamase, et l'acide clavulanique ne restaure que très partiellement l'activité de l'amoxicilline. Le pourcentage de souches résistantes au cotrimoxazole, donc le Bactrim, avoisine 20% et peut être plus élevé en cas d'antibioprophylaxie préalable. La résistance aux céphalosporines de 3e génération, injectable, par exemple le ceftriaxone ou le céfotaxime clavorant, reste limite, inférieur à 2%. C'est pour cela, dans le traitement, on utilise les céphalosporines de 3e génération, parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance. La sensibilité au cefixime est généralement extrapolée de celle des céphalosporines de 3e génération injectables. En fait, certaines études montrent une sensibilité moindre du cefixime par rapport à ces dernières. Ceci doit conduire à tester systématiquement certains antibiotiques, bien sûr dans l'antibiogramme.
Enfin, ces souches restent dans la grande majorité des cas sensibles aux aminosides. Les aminosides sont très efficaces dans l'infection urinaire et le traitement de l'infection urinaire, dont la gentamicine. Les entérocoques sont naturellement résistants aux céphalosporines et aux aminosides. La résistance naturelle étant généralement de bas niveau, l'utilisation des aminosides en association avec une aminopénicilline reste possible en cas d'infection sévère du fait de leur synergie. Donc souvent, on est amené à utiliser, par exemple, l'ampicilline plus l'aminoside, plus la gentamicine, donc en association. Ou bien céphalosporine troisième génération, avec l'aforan plus aminoside plus la gentamicine, donc pour un effet synergique. Mono ou bi-antibiothérapie. L'association d'un aminoside permet d'obtenir une vitesse de bactéricidie plus rapide qu'avec une monothérapie en cas de bactériémie. Il n'est pas prouvé que l'association d'un aminoside à la céphalosporine troisième génération au bêta-lactamine diminue le risque de cicatrice rénale. Un aminoside en monothérapie peut être utilisé chez les enfants ayant une pyélonéphrite aiguë à bacille gram négatif en cas d'allergie au bêta-lactamine. Donc les aminosides peuvent être utilisés en cas d'allergie au bêta-lactamine. La voie d'administration. Le traitement soit systématiquement administré par voie parentérale pendant les 2 à 4 premiers jours. Donc pendant les 2 à 4 premiers jours, le traitement de la pyélonéphrite aiguë, on commence par voie injectable, quel que soit l'âge. Toutefois, beaucoup d'équipes réservent la voie parentérale aux enfants de moins de 3 mois pendant 10 jours chez le nouveau-né avant l'âge de 1 mois. Dans les 2 au 4e premier jour chez les enfants âgés de 1 à 3 mois. Quel que soit l'âge, un syndrome infectieux sévère avec bactériémie ou troubles digestifs. L'enfant ayant une neuropathie sévère sous-jacente. En dehors de ces circonstances, de nombreuses équipes et recommandations internationales préconisent actuellement un traitement par céphalosporine troisième génération orale d'emblée pour les pyélonéphrite aiguës à bacille gram négatif. La durée du traitement, la durée globale du traitement actuellement recommandée est de 10 à 14 jours. La plupart des équipes optent pour 10 jours. Il y a un cas particulier de ce qu'on appelle la bactériurie asymptomatique. Donc certaines bactéries sont présentes dans les urines sans adhérer à l'épithélium urinaire et n'entraînent pas de symptômes. Ces bactériuries asymptomatiques, sans leucocyturie significative, existent chez 1 à 3% des nouveau-nés et nourrissons et 1% des enfants plus âgés. Elles disparaissent spontanément dans la grande majorité des cas et ne prédisposent pas à la genèse de cicatrices rénales. Il n'y a donc pas d'indication à traiter. La place de la circoncision dans la prévention des infections d'urine chez le garçon. Le risque d'infection d'urine est 3 à 7 fois plus important chez les garçons non circoncis que chez les garçons circoncis, surtout avant l'âge de 1 an. La circoncision est indiquée dès la première infection chez les garçons qui ont une neuropathie connue et en cas de récidive dans les autres cas qu'ils aient ou non un reflux vésico-urétéral. Maintenant, quelle imagerie demander devant un enfant qui a une pyélonéphrite aiguë? Il faut savoir que quand on a un enfant qui a fait un épisode d'infection urinaire, le rôle du médecin, bien sûr, c'est de diagnostiquer l'infection urinaire, de traiter l'infection urinaire, mais aussi de rechercher une neuropathie malformative, donc une malformation des voies de l'arbre urinaire. Donc on doit rechercher une malformation rénale ou de l'arbre urinaire. On est obligé de le rechercher. Parce que si on ne traite pas la malformation, il y aura des infections urinaires à répétition, il y aura cicatrice rénale, il y aura risque d'insuffisance rénale. Donc la pathologie la plus fréquente, c'est le reflux vésico-urétéral, donc les urines qui refluent de la vessie vers les uretères. Donc qui est retrouvé au cours de 30 à 40% des cas de pyélonéphrite aiguë. Il s'agit dans 95% des cas de reflux vésico-urétéral de bas grade, grade 1 à 3. On va le voir dans les images après. Les uropathies obstructives, telles que le syndrome de la jonction pyélo-urétérale ou hérétérovésicale, les valves de l'urètre postérieur chez le garçon, sont presque toujours détectées par les échographies prénatales et donc moins souvent révélées par une pyélonéphrite aiguë au cours de ces dernières années. L'échographie rénale, c'est un examen qui est très intéressant, rénal et vésical, parce que c'est un examen qui est devenu de routine, il est facile, il n'est pas invasif, donc un coup de sonde, ça peut beaucoup nous aider. Échographie rénale ou vésicale, qu'est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir une lithiase, donc ce sera l'origine de l'infection urinaire. On peut retrouver un abcès rénal, ça veut dire que ma pyélonéphrite elle a beaucoup évolué, elle est arrivée au stade de l'abcès rénal.
peut retrouver une neuropathie obstructive avec rétention d'urine purulente. On peut avoir une dilatation pilocalicienne, donc dilatation du bassinet et des calices. En cas de syndrome de la jonction pilo-urétérale, on peut avoir une dilatation pilocalicienne et urétérale en cas de syndrome de la jonction urétero-vésicale ou le reflux vésico-urétéral de haut grade 4 ou 5. On peut retrouver un épaississement de la paroi vésicale qui peut signer une infection urinaire, une dilatation urétero-pilocalicienne en cas de valve de l'urètre postérieur. Double système pyélique, dilatation urétérale, urétérocèle intravésicale en cas de duplicité urétero-pilocalicienne. Donc toute anomalie de la urinaire. Parfois, on peut être amené à faire ce qu'on appelle une cystographie rétrograde ou suspubienne. Ça veut dire que je vais opacifier la vessie, je vais injecter un produit de contraste au niveau de la vessie. Par voie rétrograde, ça veut dire à partir de l'urètre, ou bien par voie suspubienne. Donc je vais avoir l'image de la vessie. Et je vais aussi objectiver s'il y a un reflux de la vessie vers les uretères, donc un reflux vésico-urétéral. La cystographie rétrograde ou suspubienne est restée recommandée en cas de pylonéphrite aiguë jusqu'en 2005, car l'échographie ne détectait pas les reflux vésico-urétérales de bas grade 1 à 3. Le but était de dépister ces reflux vésico-urétérales peu sévères pour prescrire une antibioprophylaxie jusqu'à la disparition spontanée du reflux vésico-urétéral qui était observé dans 90% des cas de reflux vésico-urétéral de grade 1 et 2, 60% des RVU de grade 3 dans les 2 à 5 premières années ou jusqu'à l'âge de la propreté. La cystographie est remise en question depuis 2006 à la suite d'études qui ont montré d'une part que la prophylaxie antibiotique ne diminuait pas la fréquence des réinfections et le risque de cicatrice rénale en cas de reflux vésico-urétéral de bas grade, d'autre part que le reflux vésico-urétéral de grade 1 à 3 n'augmentait pas la fréquence des réinfections et des PNA ni des cicatrices. En pratique, la cystographie n'est plus recommandée lors d'une première pylonéphrite aiguë si l'échographie rénale et des voies urinaires est normale. Elle sera faite en cas de récidive d'infection urinaire et surtout avant une décision chirurgicale pour avoir un examen anatomique. L'échographie intraveineuse, elle est pratiquement abandonnée. Donc actuellement on a des examens plus précis, plus performants, tels que l'uro-IR1 et l'uroscan, donc sont plus performants. Mais si on n'a pas les moyens, on peut demander une urographie intraveineuse. Par exemple, pour préciser le type, l'importance d'un obstacle, par exemple, sténose du jonction pilo-urétérale ou bien une duplicité urétérale avec urétérocèle. La scintigraphie au DMSA est la méthode la plus fiable pour détecter les lésions parenchymateuses au cours d'une infection urinaire. Pour savoir si mon rein a des cicatrices rénales ou pas, je demande une scintigraphie au DMSA. Mais elle n'est pas vraiment utilisée en pratique courante. Donc, sur l'image, on voit les 5 stades du reflux vésico-urétéral. Donc, les urines qui vont refluer de la vessie vers les uretères, qui n'est pas normal. Normalement, les urines passent des uretères vers la vessie, mais ne coulent pas dans le sens inverse. Donc, on voit la dilatation des uretères qui commence à se faire, à augmenter. Après, on a les dilatations franches, stade 3. Après, c'est la dilatation du bassinet, des calices. Et le stade 5, dilatation maximale. Les cystites à répétition, qui est l'apanage de la fille. Donc, parfois, on a des fillettes qui font des cystites à répétition à partir de l'âge de 3 ans. L'interrogatoire doit rechercher les facteurs favorisant ces cystites à répétition qui sont l'instabilité vésicale et la constipation. Donc, si la fillette présente une constipation, elle peut faire des infections des cystites à répétition. L'instabilité vésicale, c'est par exemple, c'est la fille qui se retient. Par exemple, la fille qui va à l'école, les toilettes ne sont pas propres. Donc la fille, elle va se retenir et ça peut développer des cystites à répétition. Donc l'instabilité vésicale est évoquée devant la présence d'impérioricité et de fluide mictionnel en dehors des épisodes infectieux. Elle est souvent secondaire à une attitude rétentionniste chez la fille. L'association à une constipation est fréquente. Il faut traiter la constipation si on veut que les épisodes de cystite diminuent. Aucune imagerie n'est justifiée, hormis une échographie, pour préciser s'il y a un résidu vésical post-mictionnel. Compte tenu du profil de résistance des Escherichia coli, le plus souvent en cause, le traitement antibiotique de la cystite aiguë est cefixime, 8 mg par kg par jour, ou cotrimoxazole, sulfaméthoxazole, 30 mg par kg par jour, pendant 3 à 5 jours. L'antibioprophylaxie, on peut l'utiliser sans diminuer la fréquence des récidives. Si elle est décidée, elle repose sur,
l'antibioprophylaxie, on peut utiliser le cotrimoxazole en dose correspondant à 5 à 10 mg par kilo par jour. L'antibioprophylaxie par l'hydrofurantoïne n'est plus recommandée en raison d'effets secondaires hépatiques et pulmonaires graves. Les mesures les plus importantes pour prévenir les récidives reposent sur la prise en charge des facteurs de risque de l'infection, l'instabilité vésicale et la constipation. La prise en charge de l'instabilité vésicale repose avant tout sur une approche pédagogique, donc discipline mictionnelle, aidée par la tenue d'un calendrier mictionnel avec des mictions régulières toutes les 2h30 à 3h à l'école. Profiter systématiquement des récréations avant et après la cantine et au milieu de l'après-midi. Préservation de l'intimité, hygiène des toilettes et miction complète sans contracter les muscles sphinctériens. Je vous remercie.